Oui, alors Marine Le Pen a quand même déclenché une polémique hier en évoquant dans le Télégramme le fait que le chef des armées, qui est le titre du président de la République, serait seulement honorifique. Ça a vraiment beaucoup turbulé aujourd'hui. François Bayrou lui a répondu sur notre antenne. On fait le point avec Michael Dos Santos, je vous passe la parole ensuite. Emmanuel Macron, chef des armées, un titre honorifique en cas de cohabitation pour Marine Le Pen. Des propos tenus dans le journal Le Télégramme, réitérés quelques heures plus tard par l'ex-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Sans remettre en cause le domaine réservé du président de la République en matière d'envoi de troupes à l'étranger, le Premier ministre a, par le contrôle budgétaire, le moyen de s'y opposer. Une position critiquée par François Bayrou. Sur CNews, le président du MoDem l'accuse de bafouer la Constitution. Si vous prétendez que celui qui nomme aux emplois civils et militaires de l'État, celui qui préside les conseils de défense, celui dont la Constitution dit en toutes lettres il est le chef des armées, si vous prétendez que ce n'est pas vrai, en fait, que ce seraient des titres pour faire joli, alors vous mettez en cause profondément la Constitution. Une Constitution qui n'est pas également honorifique pour Sébastien Lecornu. À titre d'exemple, le ministre des Armées a posté sur le réseau social X une allocution du général de Gaulle relative aux fonctions du président. Dans les domaines essentiels de la politique extérieure et de la sécurité nationale, il est tenu à une action directe, puisqu'en vertu de la Constitution, il négocie et conclut les traités, puisqu'il est le chef des armées, puisqu'il préside la défense. En février dernier, Emmanuel Macron avait ouvert le débat sur l'envoi de soldats en Ukraine. Une ligne rouge que Jordan Bardella ne souhaite pas franchir. Le prétendant au poste de Premier ministre veut éviter l'escalade, devenir co-belligérant face à la Russie, puissance nucléaire. Alors, qui a raison, Eugénie Bastier ? Non, mais c'est très compliqué parce que vous savez qu'effectivement, il est écrit que le président de la République est chef des armées, mais il est écrit aussi l'article 21. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale. Et c'est bien le problème, à mon avis, de cette constitution de la Ve République. Qui, vous trouvez qu'elle est un problème, notre constitution, Eugénie ? Mais elle n'est pas conçue pour une situation comme celle-là. Elle est bancale parce que c'est pas un régime totalement présidentiel, c'est pas un régime parlementaire, c'est entre les deux, c'est spécifiquement français, elle est unique au monde, cette constitution. Les États-Unis ont un régime présidentiel, l'Italie, l'Allemagne ont un régime parlementaire. Et elle est bancale parce qu'effectivement, le domaine réservé, il y a une sorte d'exégèse qui est faite. Alors effectivement, on cite le général de Gaulle comme si c'était un espèce d'imam caché qui avait... il faudrait lire l'interprétation. Un imam caché, non, mais comme vous y allez. Non, mais vous vous rendez compte où on en est ? C'est-à-dire qu'on est un seul pays où on va l'écouter. On a un texte de la Constitution qui doit être... Et on lit des espèces de gens qui ont interprété ce texte d'une certaine manière. Et là, on va dire, ah, lui, il avait interprété comme ça, l'autre comme ça. On dirait des imams qui discutent du Coran, en réalité. Et en fait, non, mais ça pose un vrai problème. Je pense qu'il va y avoir un vrai problème et qu'on va ça, c'est un vrai sujet. De la Ve République, parce que le domaine réservé du président de la République, non, attendez, pas tous en même temps. Il n'est pas défini précisément par la Constitution, mais ces dernières années, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une cohabitation. Ces dernières années, le président de la République n'a cessé d'élargir son périmètre d'action en agissant dans des domaines auparavant il n'avait pas la main. Et ça va être un choc. Je pense que ça va être un choc. Compliqué. La manière dont Jordan Bardella, si les premiers ministres et Emmanuel Macron vont devoir se répartir les tâches, s'entendre, ça va être terrible. Et parce que notre Constitution est mal faite. Alors, attendez, François Pupponi, vous aurez tous la parole. Ne vous inquiétez pas. Tort de dire que c'est honorifique. Dans le domaine des armées. Dans le domaine des armées, le président a des compétences qu'il doit partager avec le Premier ministre, y compris s'il décide d'engager le Parlement, son mot à dire. Il y a besoin d'argent, il faut que le Parlement vote le budget, que le gouvernement soit d'accord. Donc il partagera. Et donc il faudra inventer la manière dont ils vont, dans le cadre d'une cohabitation, fonctionner. Mais comme Mitterrand l'a fait avec Chirac, il va falloir inventer tout ça. Et après, effectivement, il y aura des règles. Mais le texte, il est un peu flou, mais il permet justement de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Mais quand elle dit que c'est honorifique, non. Le président de la République a des compétences dans le domaine de la défense. Non, mais après, tous les Français se disent, on veut qu'il n'y ait qu'un seul chef. Il y a un moment, quand il faut décider d'appuyer sur le bouton ou pas, il faut qu'il y ait un seul chef. Vous posez Louis Dragnel. l'exception. Parce que s'il y a bien une chose qui est extrêmement claire, c'est que ça, c'est le président qui décide seul. Avec le chef d'état-major des armées, s'il décidait d'appuyer sur le bouton nucléaire. Ensuite, rien ne parle de domaine réservé, ça c'est l'usage et la pratique. Mais quand on regarde le détail, le président de la République seul peut décider l'envoi de troupes en opération extérieure et il a 60 jours, un délai de 60 jours, s'il souhaite prolonger cet engagement à l'extérieur, pour le faire valider par le Parlement. Donc globalement, aujourd'hui, le président de la République, sans l'accord de personne, peut décider de beaucoup de choses d'un point de vue militaire. Mais, et je termine simplement, celui qui est garant de l'engagement des moyens
des troupes, c'est le gouvernement et plus particulièrement le ministre des Armées. Donc vous pouvez avoir, alors ça n'arrivera pas parce que je pense qu'ils sont intelligents, ils feront pas ça. Vous pourriez avoir le cas d'un président de la République qui décide l'envoi de troupes et puis le ministère des Armées qui dit en fait ça va être compliqué, finalement il y aura pas autant de militaires que vous voulez parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Et donc moi ce que je trouve peut-être intéressant politiquement par rapport à ce qu'a dit Marine Le Pen, ce qu'elle essaye de faire passer aussi comme message, c'est qu'Emmanuel Macron à l'avenir n'aura plus du tout le pouvoir qu'il avait jusqu'à aujourd'hui et elle essaye de le forcer, de le placer de manière forcée dans la position d'un président de la 4e République et qui est chargé d'inaugurer les chrysanthèmes. Vous voyez, donc je pense que politiquement le message qu'elle essaye de faire passer, c'est Macron c'est terminé, vous allez le voir symboliquement et c'est nous qui allons prendre le pouvoir et qui allons conduire la politique de la nation. La question du Conseil européen aussi. C'est au-delà de ça. Oui, mais ça c'est qui est responsable au Conseil européen. Mais justement, en France, si c'est en France, c'est le président de la République. Macron vient d'annoncer cet après-midi qu'il reconduisait Thierry Breton comme commissaire européen. Donc, sommes-nous dans le respect de la démocratie, puisqu'il me semble quand même qu'un commissaire européen, même si non, c'est le président de la République, c'est pas le Premier ministre en France. Ça a toujours été décidé conjointement et pendant les cohabitations précédentes, il se trouve qu'on avait 2 commissaires et que donc on se mettait d'accord, on en mettait un de droite. On aurait pu attendre, on n'est pas en cohabitation. On aurait pu attendre. Vous voyez bien que quand même la position de la France vis-à-vis des institutions européennes, même si un commissaire ne représente pas super pour les commissaires européens, mais après la défense nationale, parce que c'est un vrai sujet de démocratie. Et justement, moi je pense que Marine Le Pen se trompe dans l'interprétation qu'elle en fait, même si ça a été dit. Mais Sébastien Lecornu, il se trompe aussi, parce que tout simplement, la logique du général... Non, mais s'il cite le général de Gaulle, qu'il aille au bout de la logique. La logique du général de Gaulle, c'est un président de la République déjugé dans une élection... Vous n'êtes pas le général de Gaulle, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais je sais ce qu'il en disait. Je vous le dis. Qu'il a lui-même provoqué, doit démissionner. Ben oui, mais pardon, mais doit démissionner. On fait la petite trêve, on écoute le général de Gaulle. Je lance. Écoutez, monsieur de Gaulle, général, 1962. Suivant la Constitution, le président est en effet garant. Vous entendez bien, garant de l'indépendance et de l'intégrité du pays, ainsi que des traités qui l'engagent. Bref, il répond de la France. D'autre part, il lui appartient d'assurer la continuité de l'État et le fonctionnement des pouvoirs. Bref, il répond de la République, puisqu'en vertu de la Constitution, il négocie et conclut les traités, puisqu'il est le chef des armées, puisqu'il préside à la défense. Voilà pour le général de Gaulle. Éric Nolot. D'abord, je ne trouve pas ça très heureux de la part de Mme Le Pen d'ouvrir par avance une crise de la cohabitation dans un domaine aussi crucial. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, elle n'a pas l'air de connaître très très bien la Ve République parce que même en cas de cohabitation, le rôle du président de la République n'est certainement pas celui d'une potiche. Moi, je renvoie à la jurisprudence François Mitterrand. Demander au ministre qui cohabitait avec lui, c'était quand même un sport de combat. Enfin, c'est peut-être chaque conseil des ministres était non, mais là, effrayant. Il tombait sur quelqu'un de retors. Bon, on dit à Jospin aussi. Exactement. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a vraiment la fâcheuse impression que ce qu'elle a en tête, c'est surtout le dossier russo-ukrainien. Et moi, je ne trouve pas ça très heureux du tout, parce qu'elle a l'air d'envoyer des signes, de redonner des arguments à ceux qui pensent que le Rassemblement national est trop proche des Russes, trop pro-russe. Ah, c'est ce qu'a dit François Bayrou ce matin tout de suite. Ben oui, parce que là, moi, c'est ce que j'ai entendu aussi immédiatement. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a un peu l'impression qu'elle fait tout ce ramdam uniquement pour le dossier russo. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Il envoie des troupes. Si je peux me permettre. Oui, je pense que les Français sont contre la position du président de la République de dire on peut envoyer des troupes. Moi, je n'ai pas rencontré un Français qui m'a dit il a raison, il faut y aller. Elle a compris que c'était électoralement porteur de dire si nous arrivons au pouvoir, il ne pourra pas le faire et nous, on n'acceptera pas de le faire parce qu'on ne veut pas envoyer des troupes en Ukraine. Alors, ça peut être traduit moi, je pense, Éric, que ce n'est pas par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus régalien que de mener des opérations extérieures, de préparer la paix ou de préparer la guerre? La chose la plus régalienne, la plus forte qui existe, c'est celle de décider un engagement militaire. Et donc, elle essaye de défier Emmanuel Macron. Et je pense qu'elle essaye de montrer que dès le début, même avant que ça se produise, il y aura un rapport de force extrêmement fort. Et après, quand on regarde dans le détail, alors juste pour terminer, rapport de force fort. Je suis d'accord. et quand on regarde le détail, globalement, l'emploi des armées, ça reste le gouvernement et donc le Premier ministre. Quand vous regardez qui prépare les conseils de
défense, c'est le SGDSN qui est sous l'autorité, la tutelle exclusive du Premier ministre et donc de Matignon. La sécurité et la protection de l'État, c'est Matignon. Et enfin, qui vote les crédits militaires, ce sont les parlementaires. Et donc si Jordan Bardella obtient la majorité absolue, c'est aussi un moyen de contrôler l'action des armées. Ensuite, il y a un sujet qui n'a pas été évoqué et qui est le tabou absolu, c'est la DGSE. Parce que la DGSE... c'est les espions. La DGSE, exactement, le renseignement extérieur. C'est le bureau des légendes. Et voilà, exactement. Et alors ça, on n'en a pas parlé, parce que l'usage, et c'est vraiment exclusivement l'usage, fait que la DGSE est sous tutelle du président de la République et pas sous la tutelle du ministre des Armées, alors que l'autorité d'emploi et le ministère des Armées, et dans une époque pas si ancienne, sous François Hollande, le ministre des Armées n'avait quasiment aucune compétence sur la DGSE. Il y avait une guerre d'ailleurs qui se menait entre le ministre des Armées, le ministre de la Défense et l'état-major particulièrement, mais parce que les jeux de pouvoir par rapport au contrôle de la DGSE, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça montre vraiment où se situe le pouvoir réel de l'État. Mais après, il y a autre chose qui me frappe aussi, c'est qu'on peut discuter à l'infini, effectivement, de la Constitution, mais on ne l'a jamais respectée. L'article 12 de la Constitution, il prévoit que le président de la République consulte, s'il veut faire une dissolution, il consulte le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il me semble que le Premier ministre, comme le président du Sénat ou celle de l'Assemblée nationale, ont fait savoir très clairement qu'ils n'avaient pas véritablement été consultés, qu'on leur avait annoncé la décision 10 minutes plus tôt. L'article 20 et l'article 21 déterminent que c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation, que le Premier ministre présente le cas échéant la démission du gouvernement, que c'est le Premier ministre qui choisit les ministres, pas le président de la République. Non mais ça se passe que... Mais tout ça pour vous dire que comme on n'a jamais respecté justement la Constitution, que les présidents français se sont toujours assis sur la Constitution... Oui, mais ça peut être un autre genre de réflexion, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus rien à dire à ceux qui pourraient vouloir eux aussi s'asseoir sur la Constitution, tant ils l'ont fait dans le passé. Vous ne pouvez pas à la fois, là Valérie Pécresse dénonçait cet après-midi, elle est allée dans un lycée, elle trouve du matériel électoral LFI dans des classes. Eh ben, je suis désolé, des profs qui disent je ne respecterai pas les décisions du Rassemblement national mais qui font ça, vous ne pouvez pas pleurer dans un cas et pas pleurer dans l'autre. Parce que vous n'avez plus aucune arme pour vous défendre. L'inversion du vote, quand on a juste pas décidé de faire élire le président puis l'Assemblée, c'est qu'effectivement... Ça a tué la 5e République. Là, on va peut-être, avec la cohabitation, revenir à un respect coproduction de François Bayrou à un respect plus fin de la Constitution. Parce que justement, il y aura les deux rapports de force. Le président qui va défendre ses prérogatives, le Premier ministre qui va défendre les siennes, et ils seront bien obligés de s'entendre. Mais effectivement, quand le président est élu et que l'Assemblée est le lendemain élue et qu'elle dit oui à tout ce que dit le président, la Constitution... Il y avait deux majorités. Il y avait une majorité présidentielle et une majorité parlementaire qui n'avait pas vocation à... Simplement... 15e dernier mot. Non, mais moi, j'aime énormément ce débat. Vous savez qu'on va débattre de la Constitution, je pense, pendant 2 ans, Laurence. Et je pense que le poste le plus important auprès du Premier ministre et auprès du Président de la République, ça va être des gens qui n'ont pas encore été nommés. Ça va être des conseillers en charge de la Constitution. Parce que maintenant, il va falloir des constitutionnalistes pour savoir ce que peut faire, ce que ne peut pas faire le Président, le Premier ministre. Et vous allez voir dans les deux camps, ils vont s'armer de constitutionnalistes. C'est un métier d'avenir constitutionnaliste. Vous allez voir. Mais vraiment. Et la der des der. Et après, j'aurai peut-être une petite chose. Sur CNews Europe 1, on se retrouve dans un instant dans Punchline.